Élection présidentielle égyptienne, les rares opposants au président Abdel Fattah al-Sisi restent dans le silence. Une trentaine de pays africains appellent l'Union européenne à interdire le commerce de l'ivoire. C'était au cours d'un sommet au Botswana. Puis un ministre camerounais lance un appel aux séparatistes violents à se reconvertir. C'était au cours d'une mission de paix vendredi. Dans la course à la présidentielle, le président Abdel Fattah al-Sisi n'a qu'un seul adversaire, en la personne de Moussa Mostafa Moussa, l'un de ses soutiens. Et pour cause, les candidats potentiels ont été évincés un à un. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Abdel Fattah al-Sisi n'ont rien d'autre à espérer que son départ en 2022. Nous, groupe d'opposition rassemblés au sein du mouvement civil démocratique, avons décidé de ne pas participer à l'élection car nous sommes convaincus que ce n'est pas une élection et les 4 années passées ont été marquées par des restrictions sur tous ceux qui essayaient de faire entendre des opinions différentes sur les politiques mises en place par le gouvernement et le président. Presque tous les Égyptiens et les médias locaux et internationaux considèrent le candidat Moussa comme une blague, en rappelant que M. Moussa soutenait le président Sisi avant la date limite de dépôt des candidatures. Peut-être que s'il y a eu des candidats crédibles, il y aurait eu des débats sur les problèmes, sur les priorités relatives aux projets nationaux et il y aurait eu des discussions. Dans la période dans laquelle nous sommes, ils ne voulaient pas cela. Selon l'autorité nationale des élections, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra du 26 au 28 mars prochain. Mais un second tour aura lieu du 24 au 26 avril prochain au besoin. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé vendredi à l'issue d'une rencontre avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré à Ouagadougou que la coopération était la riposte au terrorisme. Et donc notre riposte à la France et au Burkina, c'est de renforcer notre coopération. C'est ce que nous avons vu avec le président Kaboré tout à l'heure. La riposte est aussi de faire en sorte que le G5 Sahel, la force conjointe, se renforce, multiplie les initiatives et que ce combat contre le terrorisme, qui est à la fois un terrorisme idéologique, de radicalisme islamiste, mais c'est aussi un narcoterrorisme, c'est aussi un terrorisme des trafics, les uns se confortant avec les autres, dans une spirale qui peut être parfois dramatique. Donc ce combat-là, nous continuons à le mener en commun. Le 2 mars, une double attaque contre l'état-major général des armées burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou a fait 8 morts et 85 blessés. Elle a été revendiquée par une coalition de groupes djihadistes sahéliens, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'attaque du 2 mars était la 3e en 2 ans à Ouagadougou, après des attentats contre les restaurants et des hôtels en janvier 2016, puis août 2017. Mais l'opération de vendredi a atteint un niveau d'organisation sans précédent, même s'il a fait moins de victimes. Les présidents du Botswana, de l'Ouganda et du Gabon ont signé avec 29 autres pays du continent une pétition appelant une nouvelle fois l'Europe à fermer son marché de l'ivoire. Selon l'organisation Avaz à l'origine de la pétition,
L'Union européenne, le plus grand exportateur au monde d'ivoire légal, a exporté 1258 défenses en 2014 et 2015, soit plus que lors des 8 années précédentes. Depuis, l'Union européenne a conseillé à ses pays membres de n'exporter que l'ivoire sculpté plutôt que des défenses naturelles. Je pense que cette administration mine nos efforts et encourage aussi le braconnage dans le processus parce qu'ils sont bien au courant de nos lois qui interdisent la chasse aux trophées au Botswana. Well, the European Union's ivory markets matter. Ce que nous voyons, c'est que l'Europe est devenue à la fois une destination et une plaque tournante de transit pour l'ivoire illégal. Et il est crucial que ce commerce soit fermé si nous voulons protéger ces magnifiques animaux ici. Maintenant, nous savons aussi que l'Europe est le plus grand exportateur d'ivoire légal dans le monde et qu'une grande partie de cet ivoire est destinée à l'Asie. C'est là que nous essayons de réduire la quantité d'ivoire pour protéger les éléphants. Donc, il est évident que l'envoi d'ivoire de l'Europe vers l'Asie n'est d'aucune utilité et c'est pourquoi ce commerce doit cesser. Le continent africain ne compte plus que 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins que durant la dernière décennie, et ce, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. J'attends que justice soit faite, mais j'espère vraiment que ces gens vont payer pour ce qu'ils ont fait à ma cousine. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, parce que quand ça s'est passé, elle était en route pour Peter Marisburg. Nous ne savons pas si elle les connaissait ou s'ils l'ont kidnappé. Non, il n'est pas fou, il ment. Pourquoi il serait devenu fou maintenant? Avant, il savait ce qu'il faisait et maintenant il est devenu fou. Et comment il peut savoir s'il est fou? Il se dit à lui-même qu'il est fou. Ça ne marche pas comme ça. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. En moyenne, au moins 1000 personnes par jour fuient les provinces d'Ituri et du Nord Kivu pour l'Ouganda. Depuis janvier, plus de 57 000 réfugiés sont arrivés en Ouganda, ce qui dépasse les prévisions de l'ONU qui tablait jusque-là sur l'arrivée de 60 000 personnes pour toute l'année 2018. Plus de 3/4 d'entre eux sont des femmes et des enfants. Telle que la situation se présente, ce flux risque de continuer ainsi. Nombre de ces réfugiés arrivent épuisés, affamés, assoiffés et malades. En effet, ces personnes fuient depuis décembre la reprise des violences intercommunautaires et les affrontements entre groupes armés et l'armée dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC. Le HCR peine toutefois à se faire une image précise des événements sur le terrain en raison des difficultés d'accès à cette région. Un nombre croissant de rapports indique que la violence prend des dimensions ethniques à mesure que les groupes tribaux prennent part à des attaques menées en représailles. Les violences en Ituri représentent l'un des nombreux conflits qui déchirent l'est de la RDC. Par ailleurs, des milliers d'autres personnes venues du Nord Kivu fuient également vers l'Ouganda. Établissement moderne offert par la Fondation Opulence. Ce projet montre la volonté de la Fondation Opulence de consolider les liens sociaux et intergénérationnels dans une collectivité comme Eboué, aujourd'hui en pleine mutation. À Eboué, il y a Lambert Montano, ancien ministre de l'Éducation de Félix Houphouët-Boigny, et Marcel Montano, son fils, actuel ministre des Affaires étrangères d'Alassane Ouattara. C'est à ce dernier que les initiateurs ont dédié la construction de ce premier établissement secondaire ultramoderne de la localité. Ce sera un collège public de type base 2. Il aura 3 bâtiments de R+1 de 16 classes, une salle multimédia, une bibliothèque, une administration moderne, une infirmerie, une salle polyvalente, une cantine d'une capacité de 300 places assises avec cuisine dotée d'équipements modernes. Je vois surtout dans la pose de cette première pierre une chance, enfin, pour les jeunes, pour les enfants,
parce que maintenant on va au collège de plus en plus tôt. Pour les enfants des Boués et des villages environnants, de n'avoir plus à se déplacer loin de leur lieu d'habitation pour acquérir le savoir, pour acquérir le savoir-faire, pour acquérir l'éducation. La réalisation des travaux de cet ouvrage est estimée à 1 milliard de francs CFA, entièrement financé par la Fondation Opulence et ses partenaires. Un film documentaire sur les problématiques du système éducatif en République centrafricaine a été projeté à l'hôtel de ville de Bangui. La projection du film s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour l'école Un élève, un table-banc, dont le coup d'envoi avait été donné le 13 janvier 2018. Vous invitez à venir projeter ce film-là au niveau de la ville. Parce que si ça reste seulement à notre niveau, les gens n'allaient pas comprendre. Il faudrait que le personnel de la mairie soit imprégné de ce que nous avons vu tout à l'heure, de cette image-là. La campagne nationale pour l'école, Un élève, un table-banc, a été initiée par le groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, groupe FEPA, créé par Madame Tina Marguerite Touadéra. Il y a environ 73 000 tables-bancs qui manquent dans les écoles publiques. Et les 73 000 tables-bancs ne pourront pas être rassemblés si des individus, des personnes, soit morales ou physiques, de nationalité centrafricaine et autres, ne se mobilisent pas en faveur du rassemblage, si vous voulez, de ces 73 000 tables-bancs. La projection du film documentaire démontre à suffisance l'engagement des autorités municipales à s'impliquer dans une campagne en faveur de laquelle l'ONG centrafricaine GROUFEPA veut mobiliser des partenaires de tous les horizons. Dans une intervention sur la chaîne publique, le nouveau ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, anglophone, a dit à tous les séparatistes anglophones qui sont en train de perpétrer des actes de terrorisme que le moment est venu de se reconvertir pour la simple raison que le désordre ne profite à personne. Le ministre s'exprimait à Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, où il est en mission de paix, selon la CRTV. Il s'est aussi rendu à Batibo, la localité de la région la plus tendue du Cameroun anglophone actuellement, où 2 responsables administratifs ont été enlevés en février. Le président de la République m'a chargé de transmettre aux autorités administratives ses félicitations et ses remerciements pour leur professionnalisme parce que depuis bientôt 16 mois, elles ont pu gérer les perturbations qui sont orchestrées par un groupe de terroristes, a affirmé Atanga Ndji. Nous sommes venus transmettre un message de dialogue aux populations et le message de félicitations du chef de l'État aux forces de défense et aux forces de sécurité, a-t-il ajouté. Atanga Ndji est le premier anglophone à occuper le poste stratégique de ministre de l'administration territoriale. Il a été nommé à ce poste le 2 mars à la faveur d'un remaniement gouvernemental. Il est très impopulaire dans les régions anglophones pour avoir déclaré dès la survenue en novembre 2016 de la crise dans ces régions qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Pour rappel, la situation au Cameroun anglophone s'est considérablement dégradée depuis que 47 séparatistes, dont leur leader Sisikou Ayuk Tabé, ont été extradés fin janvier au Cameroun après leur arrestation au Nigeria. À ce jour, personne n'a eu accès à eux.